Suivez à partir de demain les matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 exclusivement sur l'ERTM, avec notamment le match d'ouverture, les deux demi-finales, la petite finale et la finale. Hassan Baba Diombélé, directeur général de l'ERTM, nous donnera plus de précisions dans un instant. Dans la chronique culture de ce soir, nous parlerons de la valorisation du textile malien Malifinou, une initiative des acteurs des médias de la culture en vue de revaloriser les textiles maliens. Coupe du Monde Qatar 2022 zoom sur les favoris et outsiders de cette compétition intercontinentale. C'est là à un jour du coup d'envoi officiel de ce rendez-vous mondial du football. Le premier match opposera le Qatar à l'Équateur. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Nous ouvrons l'édition de ce soir avec le football. La Coupe du Monde Qatar 2022 donne son coup d'envoi demain dimanche. Le RTM sera au rendez-vous avec la diffusion de 28 matchs à partir de la phase poule. Le droit de diffusion a été obtenu grâce à l'implication des plus hautes autorités du pays. Elles ont mis les moyens à la disposition de la chaîne publique pour permettre aux téléspectateurs de suivre gratuitement ces différentes rencontres. Hassan Baba Diombélé, directeur général de l'ERTM, donne plus de précisions au micro de Koji Sibi. L'Office de radio-télévision du Mali a obtenu les droits pour la diffusion des 28 meilleurs matchs de la compétition qui démarre ce dimanche au Qatar. Ça a été un long processus de négociation parce que, comme vous le savez, les droits sont détenus par la FIFA, mais la FIFA a mandaté certaines structures, dont New World TV, qui a eu l'exclusivité sur les droits en Afrique subsaharienne. Donc, nous avons négocié depuis des mois avec New World TV pour pouvoir d'abord avoir un coût préférentiel par rapport aux droits et ensuite essayer de négocier sur certaines dispositions par rapport à la retransmission des matchs. Donc, ce qui nous a conduit à signer entre nous et New World TV un partenariat, un contrat qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que nous allons offrir en clair, gratuitement, sur l'ensemble du territoire national, les 28 meilleurs matchs de la compétition à nos téléspectateurs, mais également à nos auditeurs. Cela a été possible, il faut le souligner tout de suite, grâce à nos autorités. C'est le lieu pour moi, au nom de l'ensemble des travailleurs de l'ORTM, de saluer nos autorités qui ont accepté de mettre la main à la poche pour satisfaire le peuple malien, mais surtout le public sportif malien. Parce que, après négociation, les droits nous sont revenus à environ 500 000 €, donc ça fait à peu près 350 à 400 millions de francs CFA. Il y a d'autres détails parce qu'il fallait renouveler certains équipements pour nous permettre justement d'avoir les images nettes. Donc, de bout en bout, on peut affirmer qu'aujourd'hui, les droits nous sont revenus à environ 400 millions de francs CFA. Et c'est les autorités de la transition qui ont accepté de mettre la main à la poche pour permettre justement au peuple malien d'avoir vraiment les 28 meilleurs matchs de la compétition. C'est un peu dans la sous-région, hein, comme je l'ai dit. Les droits sont commercialisés en Afrique subsaharienne par New World TV. Vous allez au Burkina, vous savez qu'il y a certains médias publics d'ailleurs qui n'ont pas pu avoir les droits par rapport à la compétition. Je ne vais pas donner de médias publics ici, mais dans un pays de la sous-région, il y a certains médias publics qui n'ont pas pu avoir les droits. C'est le lieu pour moi vraiment de saluer les autorités de la transition, à commencer par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le premier ministre chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement du Mali, sans oublier, permettez-moi de les nommer quand même, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de la communication. Mais je voulais profiter de cette occasion pour souligner que nous, en tant que médias publics, on a envie de satisfaire le public sportif malien en retransmettant le maximum de matchs possibles. Les matchs internationaux, comme vous le savez, sont liés à des textes et à des droits. Et très souvent, les coûts liés aux droits sont très élevés. Je vous donne un exemple.
Quand vous prenez par exemple la compétition, la CAN, la dernière CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, que nous avons proposée à nos téléspectateurs, la CAN, rien que la CAN a coûté en termes de coûts, puisque les droits étaient détenus par l'UAR, qui est basée à Dakar, les droits liés au coût de la CAN ont été évalués à environ 1,5 million €. 1 milliard et quelques. 1 milliard et quelques. Uniquement pour les droits liés à la CAN. 1 milliard CFA. 1 milliard CFA. 1 milliard 500 environ. 1 milliard 500 CFA environ. Et encore une fois, c'est le gouvernement qui a mis la main à la poche. Je donne un autre exemple. Le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde, justement, où le Mali affrontait la Tunisie, souvenez-vous, un match aller et un retour. Ce seul match, puisqu'on a tenu à donner ce match-là à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, le gouvernement a déboursé pour ce seul match environ 100 millions. 100 millions de francs CFA. Et je me rappelle bien, c'était un week-end et il a fallu des tractations pour pouvoir avoir les relevés satellitaires, pour permettre... Donc, c'est pour vous dire vraiment que aujourd'hui, le football, comme on le dit, c'est vraiment un gros business. Et derrière, il y a des sous et très souvent, il faut le reconnaître, on n'a pas les moyens d'offrir certaines compétitions à nos téléspectateurs. Et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est grâce à l'appui du gouvernement, grâce aux efforts, aux sacrifices de nos autorités que nous pouvons aujourd'hui, en toute tranquillité, dire que les téléspectateurs maliens, les auditeurs maliens pourront suivre cette compétition mondiale en clair sur les 28 meilleurs matchs de la compétition. Sur un tout autre sujet, tôt ce matin, un incendie a réveillé les artisans et habitants du site artisanal de Hamdalaye derrière le centre islamique. Cet incendie qui a commencé aux environs de 5 heures du matin a ravagé plusieurs ateliers de bois et de nombreux véhicules stationnés dans les garages voisins. On ignore pour l'instant les causes de ce sinistre. Aussitôt informée, la protection civile s'est déployée pour contenir le feu. Mamadou Fani. Réveil difficile pour les artisans exerçant au village artisanal situé derrière le centre islamique de Hamdalaye. En effet, ce site a été ravagé par un incendie tôt ce matin. Selon certains témoins, l'incendie a démarré entre 4h et 5h du matin. C'est une équipe de patrouille du commissariat du 2e arrondissement qui a alerté les sapeurs-pompiers qui se sont immédiatement rendus sur le lieu. On m'a appelé qu'il y a du feu au garage. Je me suis levé précisément. Bon, je suis venu au garage, je suis venu trouver qu'il y avait beaucoup de flammes partout. Bon, maintenant, quand on est venu, on a trouvé qu'il y avait des sapeurs-pompiers ici et puis il y avait beaucoup de responsables ici. Bon, les sapeurs-pompiers, ils ont venu, ils ont fait de leur mieux. Il a fallu 45 minutes, 100 agents et 23 véhicules mobilisés par les soldats du feu pour venir à bout de ce feu. Dès que nous avons été informés, l'alerte a été donnée et tout le système a été mis au travail. Et progressivement, c'est vrai que le feu était très très sérieux, mais avec la méthode, nous avons pu en ce moment précis circonscrire. Il s'agit tout simplement de tirer les leçons. Et en la matière, il y aura un rapport sur lequel nous allons travailler. Et à partir de cette analyse-là, nous allons mettre fin à tous les blocages possibles pour éviter désormais le feu à ce lieu. Nous sommes au 3e incendie. Les 2 premiers, il y a eu des formations en prévention d'incendie. Donc c'est suite à ces formations qu'on avait expliqué aux artisans. Plusieurs recommandations ont été faites. Donc parmi ces recommandations, il fallait laisser la voie. Il fallait avoir des bouches d'incendie. Il y avait des installations en toile d'araignée. Tout a été enlevé. Les arbres secs ont été enlevés. C'est ce qui a fait que ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu d'incendie. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qui s'est rendu sur le lieu a déclaré que toutes les dispositions seront prises pour éviter pareille situation. Je salue la promptitude de ces différentes forces qui ont agi avec professionnalisme. Professionnalisme grâce auquel le pire a été évité. Nous ne déplorons pas de perte en vie humaine. Et pour cela, nous remercions Dieu. Les incendies sur cette place sont devenus récurrents, ce qui pose
le problème de la prévention des sinistres de ce genre. Et je pense que les jours à venir, nous allons rencontrer les artisans de cette place pour réfléchir avec eux sur les mesures à envisager pour prévenir ces cas de sinistres. Selon le président de l'APCM, on déplore un blessé et les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions. Le ministre Andogoli Guindo a salué le courage et la bravoure des soldats du feu qui, grâce à leurs efforts, ont pu maîtriser la situation. En commune 6, le Conseil communal de la jeunesse vient d'organiser une conférence sur le rôle et la place des légitimités traditionnelles. Animée par le RECOTRAD, cette conférence a pour but de promouvoir et de magnifier les légitimités traditionnelles. Sabine Keïta. Le Conseil communal de la jeunesse de la commune 6 et ses partenaires magnifient leur légitimité traditionnelle. C'est là dans le cadre de la commémoration de la journée consacrée aux chefferies traditionnelles. Une journée qui leur a été dédiée par le président de la transition, célébrée chaque 11 novembre. Occasion pour le RECOTRAD de la dite commune d'édifier l'assistance sur le rôle et la place des légitimités traditionnelles. Comme le président dès sa première allocution a confié son pouvoir à la jeunesse, il a pris l'initiative de consacrer la journée du 11 novembre comme journée des légitimités traditionnelles. Donc si nous, en tant que jeunes, nous voulons aider le président, nous devrons quand même l'aider aussi dans ses initiatives. Le coordinateur des chefs des villages, c'est un sentiment de fierté et il encourage les autres à suivre l'exemple de ces jeunes. Les jeunes, à travers cet acte, nous ont montré comment la population a accueilli cet acte avec enthousiasme. Et nous en sommes heureux et nous les remercions. Nous exhorçons les autres à emboîter le pas pour la suite et pour la pérennisation. Selon le maire de la commune 6, le rôle des légitimités traditionnelles dans la gouvernance et l'équilibre social n'est plus à démontrer. Les légitimités traditionnelles, c'est nos chefs du quartier qui sont aujourd'hui les garants de cette légitimité traditionnelle. Donc il est important que la population sache réellement qu'ils sont là pour la stabilité. Aujourd'hui, quand on parle de paix, quand on parle de la cohésion, quand on parle de la stabilité, il faut forcément passer par ces légitimités traditionnelles. Il est important aussi, quand on parle le code de la famille, il est important de faire appel à cette justice traditionnelle en se basant sur ces légitimités traditionnelles. L'hymne national a été entonné par l'assistance et un hommage a été rendu aux soldats tombés sur le front. L'Association des pionniers du Mali vient de remettre des attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités qui ont œuvré pour que le mouvement des pionniers du Mali puisse voir le jour. Lala Diara Touré y était pour ORTM 2. À la Maison des Jeunes de Bamako ce samedi, la reconnaissance était le concept le mieux partagé. Des personnalités à l'origine de la création du mouvement des pionniers du Mali ont été célébrées et récompensées. Elles reçoivent ainsi des attestations pour la défense des valeurs prônées par le mouvement, un creuset de formation des patriotes. Bon, on a dit hommage à nos mentors. Ces gens-là, c'est eux qui ont créé le Mali. Et ils ont créé le mouvement pionnier. Ils avaient une vision pour la jeunesse malienne. Donc on ne peut jamais les oublier. Les récipiendaires se disent honorés et promettent d'œuvrer pour que le mouvement des pionniers puisse jouer davantage son rôle dans la formation du Malien nouveau. C'est un sentiment de fierté et d'honneur. Pourquoi? Parce que autant que nous le sommes tous, nous appartenons à la famille spirituelle de Modibo Keïta. Nous tenons à faire en sorte que ce pays-là sorte des difficultés dans lesquelles aujourd'hui il se trouve. Alors Modibo, c'est quelqu'un qui a lancé les bases pour l'émergence d'une nation malienne, comme on le dit, Bouba Kirinteou. Alors le mouvement pionnier est un mouvement qui a été créé en 1959 à la suite du congrès constitutif de la jeunesse de l'Union soudanaise RDA qui s'est tenu du 26 au 28 décembre 1959 à Bamako ici. Et
Keïta était un génie, qui voyait en l'instituteur un vrai pédagogue, un vrai animateur. Et donc, c'est tous les premiers, pratiquement, inspecteurs de la jeunesse, c'était des instituteurs. Et Birama Sissoko était le président de la commission qui a créé le mouvement des pionniers. Les mouvements des pionniers du Mali semblent se réduire aujourd'hui à une simple association, d'où un appel aux autorités de la transition à placer les 10 mouvements au cœur de la construction du Mali Koura. Engagé dans un processus de restauration de son identité vestimentaire, le Mali se base plutôt sur l'artisanat textile pour relever ce défi. Pour cela, plusieurs initiatives sont développées en vue de redynamiser le textile malien. Parmi celles-ci, il faut citer les journées textiles Mali Finou, une initiative des acteurs des médias et de la culture. Mariam Koulibaly. Instaurées dans l'agenda culturel du Mali, les journées textiles Mali Finou sont un cadre propice de redynamisation et de valorisation de l'artisanat textile malien. La rencontre mobilise autour d'un idéal de réaffirmation de l'identité culturelle et vestimentaire du pays. Cette volonté de promouvoir le textile malien est une expression de la prise de conscience des acteurs des médias et de la culture pour valoriser et susciter auprès des populations une dynamique de consommer malien dans le domaine du vestimentaire. D'Ekaï à Kidal, l'événement met l'accent sur l'ensemble des tenues traditionnelles, d'ethnie en ethnie et de terroir en terroir. Une occasion pour les artisans de démontrer leur talent et de combler le vide laissé par le ralentissement des activités touristiques. C'est pour que les Maliens finissent. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les Maliens puissent connaître ces habillements. C'est là, en plus de porter essence de ces tenues. Faire en sorte que les gens sachent non seulement culturellement nos tenues traditionnelles, qu'on puisse les valoriser, mais également égayer les gens pour qu'on sache que le tout est lié. Quand on fait des manifestations au pays d'Ogon, vous allez voir que l'accoutrement, ça dépend de quelle cérémonie. Chaque cérémonie, il y a des habits qui vont avec. Chaque tranche d'âge, il y a des habits qui vont avec. Les journées textiles Mali Finou, c'est aussi des conférences-débats en vue de proposer des solutions aux difficultés qui entravent le secteur textile. Il faut citer ici la labellisation du textile malien, la transformation artisanale des matières premières et le port des tenues traditionnelles. C'est une initiative à saluer, une initiative très importante parce qu'aujourd'hui, les tenues traditionnelles, c'est un enjeu vraiment d'identité culturelle pour nous, mais surtout un enjeu économique. Le Mali peut énormément gagner en tant que grand producteur de coton dans la valorisation des tenues traditionnelles et ça peut jouer un rôle très prépondérant également dans le cadre de la cohésion sociale, sans oublier le fait que si on arrive à mener à terme le processus de labellisation du Bogolan, que nos artisans vont gagner beaucoup et que l'économie malienne va s'en ressentir également. Après 2 éditions qui auraient été une réussite, Mali Finou donne rendez-vous pour la 3e édition prévue du 24 au 27 novembre au Palais de la Culture. Point Covid de ce jour, on note 0 cas positifs, 2 guéris, 0 décès sur 336 tests réalisés. 8 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le match d'ouverture de la 22e édition de la Coupe du monde de football oppose demain dimanche le Qatar, pays hôte, à l'Équateur. Un jour du coup d'envoi officiel de ce rendez-vous intercontinental, notre rédaction se penche sur les équipes qui font figure de favoris ainsi que celles qui endossent le costume d'outsider. Salif Diakité. Compétition la plus prestigieuse du monde, la Coupe du monde de football a lieu tous les 4 ans et elle réunit à chaque fois les 32 meilleures sélections nationales du moment. Pour l'édition 2022 au Qatar, on retrouve presque l'ensemble de la crème du ballon rond. À part l'Italie, les 7 autres pays anciens vainqueurs de la compétition seront bel et bien présents.
la plupart de ces pays se trouvent dans le rang des favoris. C'est le cas notamment de la France, du Brésil, de l'Allemagne, de l'Uruguay, de l'Argentine, de l'Angleterre et de l'Espagne. Championne du monde en titre, la France avec ses deux attaquants vedettes Karim Benzema et Kylian Mbappé est le favori numéro 1. Nation la plus titrée du tournoi avec ses 5 étoiles, le Brésil de Neymar est également très attendu. Les observateurs misent beaucoup sur l'Argentine de Lionel Messi, l'Allemagne de Toni Kroos, l'Angleterre de Harry Kane, l'Uruguay de Luis Suarez et l'Espagne de Ansu Fati, compte tenu de leur statut d'anciens vainqueurs. La casquette des outsiders sera portée par le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Croatie de Luka Modric, la Belgique de Kevin De Bruyne, le Danemark de Christian Eriksen et les Pays-Bas de Memphis Depay. En ce qui concerne l'Afrique, dont la meilleure performance reste une place de quart de finaliste atteint par le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, ces 5 représentants viseront d'abord une place en demi-finale avant d'envisager une éventuelle consécration. Va-t-on assister au sacre d'une nouvelle équipe à la Coupe du Monde Qatar 2022 ou le trophée choisira-t-il le camp d'un ancien vainqueur? Réponse au soir du dimanche 18 décembre prochain. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain. Plaise à Dieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.